Salut. Est-ce que vous pouvez juste me mettre un pouce pour voir si vous m'entendez bien? Bonsoir. Bonsoir, salut tout le monde. Big up de la Réunion. Ouais. Salut. C'est bon? Parfait. Alors écoutez, aujourd'hui, ce soir, on va faire un live avec Marco, qui est un ancien chef de groupe du Premier Prima, donc un copain. Le but, en fait, là, on commence à refaire de plus en plus de live parce qu'on a eu pas mal de demandes. Donc, du coup, étant donné qu'on a pas mal de demandes, et ben, on va essayer d'y répondre. Et comme on aime bien aussi faire des choses de qualité, c'est pas juste faire des lives pour faire des lives, mais c'est de faire des lives avec des personnes intéressantes, avec des expériences qui sont vérifiées. Parce que on va dire là, des forces spéciales, maintenant des anciens forces spéciales ou des anciens des unités d'élite ou des anciens militaires qui ont fait des choses intéressantes. Il y en a de plus en plus sur les réseaux et en fait, pour certains, c'est pas forcément ce qu'on recherche nous par rapport à la communauté forces spéciales coaching. Donc il va en avoir d'autres là aujourd'hui, donc ce soir avec Marco. Ensuite, je pense qu'on va essayer de faire toutes les 2 semaines. Il va encore avoir quelqu'un d'autre. Et puis là, je pense qu'il y a 2-3 labs avec des noms que vous connaissez et que vous suivez qui vont pouvoir discuter et échanger avec vous. Lorsqu'il y aura Marco qui va arriver, pas de souci pour pouvoir justement poser des questions en live. J'ai déjà reçu moi des questions que je vais lire au fur et à mesure de manière à ce qu'il y ait un échange. Mais après, si je vois des questions intéressantes, comme d'hab, eh ben, je les dirai sans problème. Voilà. À part ça, j'espère que vous allez bien. J'espère que ceux qui se préparent, ben, voilà, vous avez pris un petit temps là ce soir pour nous regarder, mais après vous allez continuer à vous préparer à fond pour tester vos compétences dans les différentes unités que vous visez. Et puis, pour les autres, j'espère que vous allez prendre du plaisir justement en regardant cette vidéo et puis que vous allez apprendre des petites choses intéressantes. Voilà. Les questions d'après, s'il y en a, on verra tout à la fin. Donc, ça va durer vraiment 1 heure. Ça va durer 1 heure pile poil, parce que comme je dis, le temps il est précieux et on n'a pas forcément 15 ans. Je viens de voir Romain, mon pote, qui fait partie de la team aussi, que vous connaissez, qui parle de mon gel. Mais en fait, j'ai mis du gel, mais voilà, j'ai pas. Comme on dit, c'est le gel cos. Ça tient pas. C'est pas grave, en fait, je rentre du boulot, donc c'est pour ça. Allez, je vais voir si Marco est arrivé. Je l'invite et puis on est parti. On est parti. Hop. Si c'est bon. En fait, des fois, il y a des petits bugs avec Insta. C'est pour se connecter. Des fois, c'est un petit peu la misère. Mais on va voir ça. Et ben là, c'est parfait. On voit le mauvais côté de ta caméra. Génial. On voit tout. Tu m'entends bien? Ouais, ouais, impeccable. Par contre, je te vois pas, c'est marrant. Et tu sais que la dernière fois, en fait, c'est pareil. Gérald, quand on a fait le live avec Gérald me voyait pas. Donc, moi, nous, on te voit à l'écran en dessous et moi au-dessus, comme ce qu'on Ok. avait déjà vu. Après, si ça te gêne pas de pas me voir, on laisse comme ça. Sinon, tu veux si on coupe, il faut on relance le live. Donc voilà, est-ce que pour toi, il y a un intérêt de me voir ou c'est bon si tu m'entends bien? Non, non, franchement, y a pas d'intérêt. Si tu veux, Ok. je pense que toutes les questions vont se faire à l'oral. Yes. Donc, et puis de toute façon, je vois les messages du coup qui s'affichent en dessous. Parfait. Parfait, Donc, parfait. voilà. C'est cool. Eh ben, écoute, Marco, merci de ton temps. Je vais te laisser te présenter très rapidement pour nous dire un petit peu qui tu es. Et puis après, je vais lancer quelques questions. Salut, Elodie. Je vais lancer quelques petites questions qu'on m'a déjà partagées. Et puis après, on est parti. Ça marche? Impeccable. Allez, à toi. Eh ben, bonsoir Teddy, puis bonsoir à tous les gens qui vont nous écouter ce soir. Je vais parler très rapidement de moi parce que tu me connais, Teddy. Moi, c'est pas le fond de ma pensée de me mettre en avant. Aujourd'hui, j'ai créé une association et c'est pour ça que ce soir, on est là pour en parler. Surtout, moi, je suis rentré au premier PIMA, donc le régiment Action des Forces Spéciales de l'Armée de Terre, à 17 ans et demi.
J'avais une lettre d'émancipation de mes parents pour pouvoir m'engager avant la majorité. J'ai intégré le régiment à la suite du cursus de sélection qui est le même que celui qu'aujourd'hui encore, c'est-à-dire passer par une PMPFS. J'ai eu la chance de finir premier de cette PMPFS, donc j'ai été recruté aux premières PIMA sur une formation qui est un petit peu différente qu'aujourd'hui, mais qui correspond un petit peu dans la durée, parce que nous, on faisait 6 mois de classe à l'époque pour après faire 6 mois de CTE RAPAS, qui faisait 1 an de formation. Ok. Et aujourd'hui, il faut 3 mois de classe pour 1 an de FTS. C'est la formation de base pour entrer dans un groupe action. Voilà, j'ai fini ma genre de classe, j'ai intégré le CTE RAPAS, terminé dans les premiers également, ce qui m'a permis d'intégrer tout de suite un groupe action. Et finalement, j'étais le seul initial cette année-là à réussir à intégrer les groupes action. Et voilà, j'ai fait ma petite carrière au sein du premier PIMA. J'ai très rapidement intégré un groupe Shooter Ops spécialisé dans la libération d'otages, pour lequel j'ai fait on va dire le plus d'années au sein du régiment. Et puis voilà, étant passé sous-officier, le rythme faisait qu'à un moment, ben, j'ai dû commander. J'ai pris un groupe action au régiment. Et voilà, avant d'être muté, j'ai fini ma carrière au sein du premier PMA. Quand j'ai quitté le commandement Monstic Action, j'ai effectué un petit passage au CTA, c'est le centre de tir adapté, qui est un complexe où toutes les forces spéciales et même les unités d'intervention intérieure et étrangère viennent s'entraîner. Voilà, où j'étais maître de tir jusqu'à voilà quitter il y a une petite année maintenant. Le temps passe vite. Et j'ai décidé voilà de créer cette association. Ok. Je m'étais engagé moi pour venir en aide aux gens, tu vois, par dévotion. J'avais envie de servir, que ma vie serve à quelque chose. Et je me suis dit, ben voilà, à l'issue de ce temps, une fois que j'étais sorti des groupes actions, vraiment ce que j'aimais faire, c'était ça, hein, c'était dans les groupes actions. Je me suis dit, comment je peux faire maintenant pour pouvoir servir? Et puis voilà, j'ai décidé de créer cette association parce que j'ai vu énormément de jeunes avec une très grande motivation de rentrer dans les unités spéciales et qui n'ont pas malheureusement réussi à montrer ce qu'il fallait à un moment ou avoir la détermination suffisante ou voilà pour y arriver. Donc j'ai créé cette association aujourd'hui dans un premier temps pour pouvoir les aider à réussir ces sélections. D'accord. Donc, justement, comment tu pourrais nous expliquer la complémentarité qu'il pourrait y avoir avec Force Spéciale Coaching, étant donné que nous, on prépare justement les jeunes physiquement et un petit peu mentalement une fois qu'ils sont prêts pour passer les sélections. Et toi, justement, si tu devais te décrire par rapport à ton association, ce serait quoi? Ce serait comme d'une espèce de petite formation, on va dire, où les jeunes viennent et prennent un petit canevas ou alors un petit, on va dire, un petit process d'intégration. Quand je dis un process d'intégration avec des choses à déjà apprendre sur la topo, sur plein de choses, que j'ai vu que tu donnais pas mal de conseils sur des trucs d'escalade et tout. Comment justement tu pourrais caractériser ton association? Alors effectivement, sur les réseaux sociaux, ben, j'essaye d'être utile de la meilleure façon possible, tu vois, sans donner de procédé. Moi, je veux pas rentrer dans les détails de mission, tout ce qui pourrait nuire aujourd'hui à tous nos potes qui sont encore sur le terrain, tu vois. J'essaye de donner un maximum. Et maintenant, quelle formation je propose? Et ben, c'est très complémentaire à ce que tu fais, Teddy. Ouais. Parce que comme tu dis, toi, tu les prépares de leur côté à physiquement être prêts pour le jour des tests et mentalement encaisser. Voilà, cette charge physique, etc. Moi, je prends un petit peu le pas après, c'est-à-dire que pour toutes ces unités-là, la première étape qu'ils vont avoir, c'est des entretiens de recrutement. Okay. Des entretiens de recrutement qui sont très, très sélectifs, avec des gars qui sont d'anciens opérateurs, et d'ailleurs, je les connais, cet ancien chef de groupe qui était en même temps avec moi. Ils ont une attente particulière. Ils recherchent des profils. Tu comprends? Ouais. Comme j'aime souvent le dire, tu vois, quand on est à la porte d'un bâtiment pour rentrer dans un bâtiment où à l'intérieur on sait qu'on a des terroristes, quand on est le premier, en fait, c'est pas la taille des bras du mec qui est derrière nous qui nous met en confiance, mais c'est son esprit, tu vois. C'est ce qu'il est capable de donner. C'est voilà, c'est ce que nous on apprend, c'est ce qu'on dit, c'est l'esprit chez nous. On appelle ça comme ça. Donc, ces entretiens de recrutement, c'est très compliqué, surtout pour des jeunes qui connaissent pas le milieu militaire. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je leur explique comment se présenter, comment se mettre en avant, comment voilà gérer cet entretien. La deuxième étape et la troisième étape, tu verras, c'est
des stages d'immersion où je les fais venir dans un centre ici que j'ai mis en place, où je vais leur faire faire une petite préparation. Le niveau 2, c'est pour préparer ces tests de sélection comme la PMPFS, parce que comme tu l'as dit, toi tu les as préparés physiquement, moi je vais leur apprendre comment encore une fois se comporter. Parce que les recruteurs ont forcément un œil très subjectif sur chaque candidat. C'est pas que objectif sur le chrono qu'il fait, le nombre de tractions qu'il fait, Ouais, tu vois. bien sûr. Donc j'essaie de leur expliquer ce qu'il fait. Forcément, je ne change pas la nature des hommes, hein, donc les gens qui viennent sur mes stages, je leur change pas, mais j'essaie de leur faire comprendre des choses, d'éclairer des petites lumières en eux, pour voilà, qu'ils sachent se comporter pendant les PMPFS. Et l'étape 3, c'est venu d'un constat, c'est qu'il y a, malgré le fait qu'il y a une très très grosse sélection sur nos unités, commando marine ou le premier PIMA, malgré cela, en formation, on a énormément d'échecs. Pour 40 candidats à peu près pour le premier PIMA sélectionné, et c'est la même chose pour le 13e RDP, pour 40 candidats sélectionnés des civils qui vont commencer le processus de formation, au bout d'un an et demi, il en reste 2 ou 3. Okay. Ça, c'est un problème pour le régiment, pour tout le monde, parce que c'est d'une pour les unités, c'est de la perte d'argent, tu comprends? C'est de la perte d'argent, de la perte de temps, c'est monopoliser des gars, des opérationnels pour former des gens qui n'iront pas jusqu'au bout. Et puis, c'est un côté un peu malheureux parce que si tu veux, on le sait que les gars qui auront vraiment l'esprit du régiment, ce sont des jeunes qu'on aura formés dès le départ et qui vont faire une longue carrière. Alors, et puis finalement, c'est aussi un regret pour des gars qui pensent être arrivés au régiment, se dire ça y est, j'ai réussi, j'ai fait le plus dur, j'ai été sélectionné. Et en fait, petit à petit, ils vont lâcher pendant la formation parce que la formation est longue, parce que voilà, il y a plein de choses à comprendre. Alors, j'ai décidé de créer une sélection une formation de 3 jours, 3 nuits, où là, je vais les pousser dans leur retranchement. Je vais leur faire comprendre que voilà, l'effort psychologiquement, quand on est dans le mal, quand on a faim, quand on a soif, quand on a froid, et pour autant, il faut qu'on arrive à s'appuyer sur le groupe, il faut qu'on arrive à tenir moralement. Ben, c'est ça que je veux leur faire découvrir et leur faire comprendre comment. Ben, moi, d'une part, j'ai réussi à tenir quand j'avais seulement 17 ans et demi, mais aussi comment voilà tout le monde arrive à tenir dans ces moments durs, cette résilience, cette abnégation, la frustration aussi qui est très 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 importante dans nos unités, on n'en parle pas assez. Ouais, Voilà, je vais essayer de leur parler, leur expliquer tout ça pendant ces 3 jours. Effectivement, j'ai vu un petit commentaire passer. Effectivement, j'ai oublié de citer le CPA 10 aussi, qui est une unité équivalente au premier PIMA, au commando marine, dans une unité d'action. non, pas vraiment équivalent, si. Je plaisante. On a tous nos avis là-dessus. Non, je me retiens de donner tout avis sur les unités. Je ne veux pas rentrer dans ces débats-là, même si tu vois, on a tous nos opinions. Mais encore une fois, oui, effectivement, le CPA 10 a une sélection, mais la sélection, elle est pas vraiment faite pareil au CPA 10. Tu sais, c'est un processus de formation qui est assez long, mais qui est fait en commun avec les autres. D'abord avec les fusiliers marins, fusiliers de l'air, après avec les commandos parachutistes, et finalement, c'est que le stage Beluga à la fin qui leur permet d'accéder. Donc, si tu veux, c'est pas la même chose parce qu'un mec qui va faire échec durant le cursus de formation, c'est pas vraiment qu'il va faire échec, c'est qu'il va pas être orienté vers le CPA 10, mais il va rester dans le CPA 20 ou le CPA 30. Tu vois. Ouais. Alors non, le CPA10 n'a pas du tout pris une balle perdue parce que je vois un commentaire. Mais dans la team, il y a des gars de l'armée de l'air et notamment Scoob que vous connaissez qui est au CPA10 et qui je m'entends très très bien et on aime bien se chambrer entre marins et je pourrais aussi chambrer les gars du premier puisqu'on en a aussi du premier. Voilà, on va dire ça fait partie de l'esprit comme on dit. Oui, t'as raison, ça fait partie de l'esprit de se chambrer et c'est important de le souligner parce que tu vois, cet élitisme, c'est aussi un petit peu ça, tu vois, se chambrer, se dire, t'as vu, parce Exactement. que se prouver et se remettre en question et essayer de toujours être devant. Et c'est ça qui fait aussi que les unités, elles restent à un top niveau, c'est parce que elles arrivent à se mélanger, elles arrivent à partager, mais en même temps, elles ont toujours cette envie d'être meilleures que les autres. Tu Bien comprends? sûr, bien sûr, bien sûr. Donc l'association, parce que j'ai une question. Donc l'association, elle s'appelle Spécial Training Spirit, c'est ça? Passe-temps. Oui, c'est ça, exactement. Donc je vous faudra pas hésiter justement à aller vous abonner sur la page pour ceux qui veulent faire des stages avec
avec Marco, ben voilà, après vous prenez contact directement une fois que vous êtes abonné à sa page, d'aller sur Insta. Et moi, pour la petite, juste faire une petite parenthèse aussi là-dessus, je trouve que c'est important pour vous qui suivez justement et qui aimez bien ce type de formation qui peut vous préparer à différents stages, que ça soit fait par quelqu'un qui est reconnu dans le milieu du premier PMA parce qu'il y a été pendant un paquet de temps, qui a fait une très bonne carrière, qui a terminé chef de groupe, et ça peut éviter à des jeunes de peut-être payer beaucoup plus cher dans des stages qui sont faits par plein de personnes qui sont extérieures aux forces spéciales, mais qui vendent du force spéciale. Et ça, malheureusement, c'est la magie d'Internet. Hein, on va dire, il suffit juste de, il suffit juste de crier sur des gens et les faire ramper pour être un force spécial. Et nous, justement, à travers Force Spéciale Coaching, on essaie vraiment d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des gens de qualité qu'on connaît, qui sont passés par le cursus, qui ont une certaine carrière et expérience, et ça donne beaucoup plus de légitimité. Et si en même temps, ça peut éviter voilà, aux jeunes de gaspiller leur argent pour aller avec quelqu'un qui fait ça juste comme ça, parce que d'un seul coup, il s'est trouvé une carrière de force spéciale à travers les émissions télé, bah voilà, c'est un gage de garantie. Donc n'hésitez pas. C'est gentil, Teddy, et je partage exactement ton point de vue. Toi, tu as une approche très pédagogique. On en a discuté hier sur ce que tu mets en place pour les centres de vacances, etc. C'est très pédagogique. Et c'est ça qui fait la différence quand on a de l'expérience et qu'on a du recul. Très souvent, les jeunes, ceux qui ont été dans les forces spéciales, certes, mais qui ont fait très peu de temps, en formation, on les voit au régiment, ils se disent, ouais, ils veulent taper sur les jeunes en disant, ouais, mais moi, on m'a fait ça pendant ma formation. Avant, c'était plus dur. Avant, c'était comme ci. Avant, c'était comme ça. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on avance. Et ça, on comprend avec l'expérience, avec les missions aussi, parce que la formation doit être en lien avec les nouvelles opérations, nos nouveaux procédés, etc. Et vivre dans le PC et vouloir juste taper sur les mecs et leur, voilà, les coxer. J'ai vu des sociétés qui vendent des coxages. Ça sera pas en tout cas ma philosophie, quoi. Ouais, c'est clair. Marco, donc j'ai une autre question. Donc ça tourne comme tout le monde a vu à 17 ans et demi que tu avais pu rentrer. Là, demain, justement, tu es un jeune, tu as des jeunes qui se posent des questions, qui sont pas forcément bons au niveau des études. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil et surtout, quelle est la façon d'entrer au premier PMA si on n'est pas forcément, on va dire, en phase avec la partie scolaire? Est-ce qu'on peut prendre toujours comme à l'époque un petit peu un échappatoire en disant je vais rentrer à l'armée et je vais tenter le premier PMA, etc., etc. Ou alors maintenant, dire, bah, essaye de quand même passer ton bac et puis essaye d'aller quand même sur un BTS, essaye de faire un peu plus. L'école maintenant est devenue plus importante parce que déjà, même ne serait-ce que sur les langues, si tu as un petit peu de notion d'anglais ou de ton TOEIC, c'est beaucoup mieux qu'avant puisqu'il y a beaucoup de procédures qu'on fait en anglais sur les théâtres extérieurs. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces jeunes qui se posent des questions sur le cursus au niveau du premier PMA? Alors, le cursus du premier PMA aujourd'hui a des règles. Si tu veux, on peut pas nous donner des règles plus restrictives. Déjà, c'est à partir de 17 ans et demi jusqu'à 26 ans. Et ça, faut le savoir. Le premier PMA, depuis fin d'année dernière, a décidé de réduire cette limite d'âge qui est normalement à 30 ans pour l'armée de terre. Le premier PMA a décidé de réduire ça à 26 ans. Le niveau scolaire, aujourd'hui, il n'est pas déterminé. Il y a des tests au CSO qui vont dire, voilà, si le gars a ce qu'il faut pour pouvoir rentrer au premier PMA. Maintenant, moi, d'un point de vue personnel, et les gars que je conseille, et les filles aussi que je conseille, moi, je vois ça d'un point de vue un peu paternel, et une carrière, des fois, est fait de rien. Une blessure bête, un échec en formation, voilà, des petits désagréments pendant la formation, et on se retrouve des fois poussé dehors sans réellement quelque chose. Euh, et puis, donc moi, je conseille déjà de faire des études, essayer d'apprendre un métier. Ça sera une sécurité pour vous. Ensuite, pourquoi je vous dirais de faire des études aussi, c'est parce que quand vous avez la chance d'être jeune et de pas payer de loyer ou d'être chez papa maman qui vous fait à manger, etc. C'est beaucoup plus facile de faire des études que quand vous allez sortir de l'armée à 35, 40 ans, que vous avez des charges, etc. Retourner dans des études et pas être payé, ça sera plus dur. Même si l'armée forcément vous aide à vous reconvertir, mais c'est pas facile. Autre chose, le profil des forces spéciales est un profil quand même particulier dans ces missions. Un force spécial, on va lui dire voilà ton objectif, à toi de réfléchir comment tu vas réussir ta mission.
On lui donne pas une ligne de conduite, on lui dit pas habille-toi comme ci, habille-toi comme ça, fais comme ci, fais comme ça, ça peut exister dans d'autres unités. Donc ça demande quand même une certaine réflexion. Les gens aujourd'hui qui viennent me voir en disant ben moi je veux rentrer à l'armée parce que je supporte pas être sur un banc d'école, je dis attention. Quand vous allez être au premier paiement en formation, vous allez passer du temps en classe, vous allez devoir apprendre, et puis même derrière dans votre carrière, quand vous allez avoir une mission planifiée, vous allez passer du temps à réfléchir, du temps sur les ordinateurs, du temps à planifier les choses. Voilà, ça demande une réflexion. Il faut pas croire que le fort spécial, c'est un peu ce qu'on peut voir à la télé, un peu la brute qui réfléchit pas, qui rentre dans le tas. C'est pas du tout ça. Ouais. Voilà. Ok. J'ai une autre question qui est assez cool. Comment est-ce que toi tu as fait comment est-ce que tu gères ton stress ou comment tu as pu gérer ton stress peut-être sur une opération? Est-ce que tu as quelque chose, un petit tips? Est-ce que tu travailles avec des points d'ancrage? Est-ce que tu fais de la visualisation? Comment est-ce que tu gères ton stress? Alors moi j'ai été très, très terre à terre, tu vois. J'ai lu tardivement tous ces points d'ancrage, les déchocages, etc. Moi je trouve que déjà la formation au régiment elle est très bien faite parce que ce stress en formation tu vas l'avoir quotidiennement. Alors effectivement c'est pas la même chose que quand tu es dans un hélico, tu pars au combat, tu te dis bon est-ce que je vais rentrer, c'est pas la même chose, mais on t'apprend déjà à gérer ce stress pendant la formation parce que tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps stressé. Et une chose qui est les plus stressantes quand tu rentres en formation, c'est que tu ne connais pas ton emploi du temps. Tu ne sais jamais ce que tu vas faire le soir même, tu sais jamais ce que tu vas faire le lendemain, etc. Ça génère un stress. Et en fait, à force d'être stressé comme ça, tu comprends à un moment que faut lâcher prise. Il faut savoir être détendu quand il n'y a pas besoin d'être stressé. Et puis finalement, tu sais bien, tu comprends que quand l'activité arrivera ou quand on demandera de faire quelque chose, ben à ce moment-là, tu auras toutes les compétences nécessaires pour te remobiliser, pour te mettre cette petite dose de stress positif pour réussir cette mission. Déjà, ça, c'est la formation qui va te l'apprendre pendant ta formation de base pour entrer dans les sticks. Maintenant, comment moi j'ai géré le stress en opération? Parce que tu vas me dire, oui, c'est complètement différent en formation et en opération. Et finalement, c'est aussi moi ce que je dis à mes filles. J'ai deux petites filles aujourd'hui qui ont 12 et 11 ans, qui sont au collège, qui commencent à être stressées par les contrôles, les trucs comme ça. Euh, Moi, ce que je faisais, c'était que quand on avait un petit moment comme ça, où tu avais le temps de souffler, où tu devais pas être dans le stress, pour me remobiliser, je me disais, qu'est-ce qui peut arriver dans le pire des cas? Et en fonction de ce pire, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire, je réfléchissais aux conséquences que ça aurait derrière, tu vois. Et une fois que j'avais réussi à accepter ces conséquences du pire, je me disais, ben voilà, ça c'est le pire, maintenant c'est à toi de faire que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, ben, tu auras compris ce qui se passera. Tu comprends? Non, bien sûr. C'était une forme d'acceptation. Et une fois que j'avais compris, j'avais accepté, voilà, ça me calmait. Je me dis, ok, il arrivera ça dans le pire des cas, mais maintenant, je gère. Et il y a autre chose de très important, c'est cette force d'équipe. On m'a aussi déjà posé cette question. Est-ce que c'est hyper dangereux ce que vous faites? Moi, je préfère très largement partir dans un pays dangereux, combattre avec une équipe de gars que je connais par cœur et je sais qu'ils ont été préparés au mieux possible. Et moi, je suis préparé le mieux possible que j'aurais pu l'être. Je vais donner le meilleur de moi, plutôt qu'être dans une unité où je sens que le tir c'est pas ça, que le combat c'est pas ça. Je pars avec des mecs, je sais pas trop comment ils vont réagir. Tu vois. Au Ouais, bien sûr. moins, on le maîtrisait, on le connaissait. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Moi, ouais. quand on partait au combat avec le groupe, à aucun moment je doutais des gars avec qui j'étais. Non, ouais, mais de toute façon, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit souvent sur cette partie un petit peu de meute en fait. C'est vraiment un groupe qui évolue ensemble. Et quand on a passé quelques années avec le même groupe, c'est là où tu es en totale confiance. Et on le dit souvent, et j'ai peut-être déjà dit aussi dans un podcast, c'est que quoi qu'il arrive, tu te dis, il n'y a aucun moment, tu vois le pire, mais tu te dis toujours, ok, ça va le faire. Parce qu'il y aura toujours à ce moment-là un mec qui aura une idée, il y aura toujours un mec qui va être capable de débloquer la situation. Et c'est ça, c'est une force avec une intelligence collective qui est qui est omniprésente comment dire, euh, dans la partie FS en fait, des groupes. Exactement. Et je pense qu'on peut faire aussi la transition sur un jeune quand il arrive dans une équipe comme ça, comment ça se passe, tu vois, le dernier arrivé. Et le
le propre des forces spéciales aussi, c'est qu'il a une formation qui est très bien faite à l'origine, et c'est pour ça qu'on a peu de gars qui sortent aussi. Hein. Ouais. Qui fait que quand on va dire le tout jeune produit arrive dans le groupe, on sait que le fond il est bon. On sait que maintenant c'est juste à nous de lui donner notre façon de travailler, mais on sait aussi qu'il va très très vite s'adapter. Et on sait qu'il aura l'intelligence pour très vite se mettre en ordre de marche et fonctionner au même rythme que les plus anciens dans le groupe. D'accord. Et Et ça, c'est assez fort parce que toi, c'est ce on ne voit pas trop dans les entreprises, cette capacité à ingérer un nouvel arrivé et puis lui donner tout de suite des pleines capacités et pleine confiance en lui. ouais. Et justement, par rapport à ça, alors par rapport à je veux dire, la jeunesse et l'âge, comment est-ce que ça se passe au premier PMA, justement, si je fais une comparaison avec les commandos marines, tu sais, les commandos marines, on arrive très jeune, on passe par le stage co, donc une fois qu'on sort du stage co, après avec tout le cursus, on arrive au commando et on doit encore vraiment faire nos preuves, mais on est encore considéré vraiment comme jeune. Donc forcément, il y a une grosse différence entre ce qu'on doit faire encore en groupe et puis voilà, plein de petites choses à côté. Est-ce qu'au premier PIMA, c'est une considération qui est différente? Ça veut dire que quand tu arrives en tant que jeune, oui, tu es jeune, mais tu as une prise en compte qui est totalement différente parce que tu aurais déjà peut-être un peu plus d'expérience au niveau de l'armée. Comment ça se passe? Que nous, tu vois, sur cette partie, par exemple, commando marine, au bout d'un an, au tout pour tout, tu peux arriver à être breveté et arriver au GROCO. D'accord? Chose qui, pour le premier PMA, au bout d'un an, tu ne seras jamais directement au premier PMA parce que tu auras déjà vécu un petit peu soit en régiment ou différentes choses. Comment ça se passe quand tu arrives nouveau dans une équipe? Et ben, pas forcément, tu vois, parce qu'il y a des civils qui rentrent encore au premier PMA, donc au bout d'un an et demi, ils peuvent être intégrés en groupe. Hein. Ok, Donc c'est quasiment la même vitesse que les commandos marines. Comment ça se passe déjà? Un groupe action, il récupère pas tous les ans un jeune. Tu vois ce ok, que je veux dire? Donc, ce jeune, quand il arrive, bah, il est entouré de gens, on va dire, sereins et qui ont la capacité à lui apprendre plein de choses. Alors oui, il a ses preuves à faire. Encore une fois, tu sais, moi, quand j'étais chef de groupe et que je voyais un gars arriver qui avait 20, 22 ans dans le groupe, il fallait qu'il reste à sa place, bien entendu, tu vois. Faut pas qu'il bien pense sûr. qu'il est déjà arrivé. Il faut une certaine discipline. Mais voilà, moi je lui disais, écoute, c'est simple, tu as autant de tes preuves à faire que tu as à apprendre. Ça veut dire que là, tu vas mettre les bouchées doubles, tu vas accélérer et tu as intérêt de vite, vite, vite parce que, tu vois, l'armée, c'est toujours comme ça. On avance par objectif. Et on avait toujours, dans 3 mois, on a ça à faire, dans 6 mois, on a ça à faire. Donc, il avait des échéances. Et nous, on avait ce côté bienveillant. Et l'encadrement du stage fait que, ben, en dessous du chef de groupe, tu as un adjoint qui a des chefs d'équipe, des chefs de binôme, si tu veux. Et donc, ce jeune-là était tout de suite pris en charge par un gars quotidiennement qui le formait dans tout. Donc, effectivement, eh ben, il y a une considération qui est peut-être pas la même qu'un gars qui a 40 ans et qui a 20 ans de groupe action, mais l'attente n'est pas forcément différente. Ouais, Tu comprends? tout à fait. C'est ça qui est important, c'est qu'on lui dit, si tu es là, on est convaincu que la sélection a été bien faite, on est convaincu que la formation de base a été bien faite. Maintenant, on avance. Ok. Alors j'ai une question qu'on m'a envoyée en message privé qui était assez cool. C'est un jeune qui fait c'est un triathlète, fait beaucoup de courses à pied, ouais, triathlète en fait, hein. Et il me dit qu'il avait vu une vidéo où on voyait des mecs du premier paiement en mission qui s'entraînaient et qui étaient tous taillés comme des Golgoth. Et Ouais. lui, en fait, il me dit, ben voilà, je suis un poids plume, etc. Est-ce que le physique de Golgoth, il a son importance dans l'armée de terre et au niveau du premier, ou alors c'est comme partout, il y a des triathlètes, il y a des footballeurs, il y a des Golgoth, et voilà. Alors, alors effectivement, ça c'est la tendance, on va dire, de la société. Hein. Les jeunes sont de plus en plus volumineux, mais c'est pas une bonne chose pour le régiment. Ok, c'est Euh, intéressant ça. le, les gars arrivent généralement très 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 baraqués, très lourds, au détriment de leur endurance. Et il faut être assez clair. Déjà, ta formation, on va jamais te demander de soulever une barre à 200 kilos. C'est ce que je veux Ouais, bien dire. sûr. Par contre, on va te demander d'être endurant, de marcher longtemps, quand tu as marché toute la nuit, le lendemain, tu as une course d'orientation à faire et tu vas courir. Voilà. On te demande jamais de soulever des très lourdes charges. La seule charge lourde que tu vas avoir, finalement, c'est ton sac à dos. Tu comprends? Et si on transverse, on va un peu plus loin sur les stages commando.
l'effort qui est demandé, toi, c'est des pistes d'audace, c'est avec ton propre poids. C'est-à-dire, ben, faut être à l'aise avec son corps, faut pouvoir monter des câbles, faut pouvoir tractionner, faut pouvoir se tirer sur des tyroliennes simples, etc. Donc, ce gros volume, des gars qui vont arriver très lourds déjà, ils vont peut-être avoir plus de mal en formation. Ok. Ensuite, il y a les opérations. Il faut être conscient d'une chose, c'est que l'armée française a les moyens de l'armée française. Des hélicoptères, ils ont une charge d'emport qui est fixée par la température, l'altitude et l'élongation. L'élongation, ça veut dire on doit aller aussi loin, donc on va mettre tant de tonnes de kilo dans la machine, donc forcément, en emport, on réduit. Et ça, je vais te faire une comparaison réelle. Hein. En mission, on était avec un groupe, comme tu dis, de très costauds, un peu comme ils ont vu dans la vidéo là. Et au moment de monter, de faire l'opération, on nous a fait baisser simple. Il y a tant de charges offertes. On monte sur les balances. Nous, t'es plutôt toi comme moi, plutôt sec. Nous, on partait à 10 sur l'opération, quand eux, ils partaient à 6. Ah ouais, quand même. Tu te rends compte la différence de poids. Et donc pour le commandement, ça a été simple. On dit non, je vais pas partir que 6 mecs, donc ça sera cette équipe qui partira. Autre chose, pour comprendre ce côté poids, nos parachutes aujourd'hui ont un emport maximal, la MTO on appelle ça, à 160 kilos. Ouais. Le parachute, lui, il fait déjà une trentaine de kilos. Ouais. Donc quelqu'un qui fait 100 kilos, s'il a un parachute de 30 kilos, il n'emportera que 30 kilos de matériel avec lui. Donc il va être limité après, forcément, quand il va arriver au sol et tout, et puis sur ce qu'il va faire. Ouais. À l'inverse, moi je faisais 72, 73 kilos, je le fais d'ailleurs toujours. Et ben imagine quand je montais à MTE total, imagine l'emport que j'avais avec moi. Donc je me retrouvais à avoir du matériel des autres, etc. à transporter. Tu comprends? Mais là, attention, du coup, à l'inverse, à quelqu'un qui va être trop faible, faut qu'il ait la capacité de porter ce matériel aussi, tu vois. Ah ouais. Donc on... c'est un juste milieu à trouver. Il faut être à l'aise avec son corps. Il faut être polyvalent, il faut être endurant, mais sans tomber dans la lourdeur. Ouais. Mais c'est exactement, de toute façon, la plupart qu'on prépare, on va dire, c'est toujours ce même mot, et je l'ai vu dans les commentaires qui est ressorti. Hein. On est toujours encore sur on va dire, une partie chamègre, avec des gens qui sont, comme on dit, être vraiment fonctionnels, et d'abord de bien maîtriser son poids de corps avant de commencer à charger. Et comme tu l'as dit, tous quand on arrive, hein, moi pareil, hein, on est à 60, entre 70 et 75 kilos, voire 80 kilos. Mais après, quand tu es en unité, les mecs montent beaucoup plus, mais là, tu es déjà en unité, donc c'est un peu différent. Mais tu seras toujours plus à l'aise pour beaucoup de choses, comme tu l'as dit, avec ton poids de corps et ta rapidité, et ta tonicité et tout ce qui va avec. En sachant que même, on a eu le cas avec alors je crois que j'en avais déjà parlé, quand j'étais encore à Lorient, on avait un gars qui était très grand et très lourd, qui a fait le stage commando, il a été breveté commando, mais il n'a pas pu aller en unité commando, parce qu'il était trop lourd par rapport au stage para. Je crois que maintenant il y a aussi un poids à respecter quand tu vas faire ton stage à Pau. Et du coup, il a été boulé. Et comme il n'a pas pu perdre autant, etc., et du coup, il n'a pas été breveté, il n'a pas pu rentrer en unité Ops à cause de son poids. C'est ça. Il y a une limite, c'est 90 kilos. Et je crois qu'il y a un minima, je veux pas dire de bêtises, mais c'est 55 ou 60 kilos aussi. Ok. C'est cool. Il y a un minima, il y a un maxima, comme dans toute fonction à l'armée. Hein. Et pour les parachutistes, effectivement, aujourd'hui, c'est fixé à 90 kilos. Après, si je peux me permettre, Teddy, ouais, il y a une différence entre les commandos marines et le premier PIMA. Du fait un petit peu dans le poids, tu vois, et dans le volume. On est plus balèze, les commandos marines, c'est pas ça? Les commandos marines. Non, mais c'est vrai. Et je vais t'expliquer pourquoi. Les commandos marines sont beaucoup plus balèzes parce que leur mode de mise en place, si tu veux, les gens pensent qu'ils se portent moins. Ils sont sur un bateau, ils sont dans l'eau, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors que le militaire de l'armée de terre, son moyen de mise en place, c'est ses pieds. Donc il marche. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu si on faisait la comparaison avec le RAID ou le GIGN. Ouais. Moi, j'ai beaucoup bossé avec le RAID. Les mecs, c'est des monstres. Ah oui. C'est alors déjà, ils sont sélectionnés sur la bagarre. Ils ont tous un haut niveau de bagarre. Et puis,
physiquement, ils peuvent se permettre d'être très lourds parce que, si tu veux, ils sont déposés au pied quasiment de leur bâtiment d'intervention. Tu vois, c'est assez marrant quand ils ont fait le débriefing de l'hypercachère où ils sont déposés, je crois 500 mètres ou maxi 1 kilomètre sur le périph. Et pour eux, c'était extraordinaire de devoir faire 1 kilomètre pour aller jusqu'à l'hypercachère. Ouais. Alors que pour nous, c'est normal. En fait, on ne conçoit quasiment pas une mission sans une infiltration. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est clair et c'est vrai que ouais, oui, c'est pour ça, bah, de toute façon, le fantassin et puis oui, c'est totalement différent. Et on le voit encore plus, toi comme moi, ayant fait des échanges ou travaillé avec les Américains, notamment que ce soit les SEALs à l'étranger, bah, tu vois bien les gabarits des gars. C'est pas des gabarits et pour l'avoir fait sur une infiltration, c'est pas des gabarits qui te permettent de marcher pendant des heures et des heures. En fonction du climat et tout, il y a trop de masse musculaire. Dès que ça grimpe, c'est compliqué en fait. C'est très compliqué. Mais après, ils n'ont pas forcément besoin de marcher parce qu'ils ont tout. Ils ont des quads, ils ont tout ce qu'il faut par personne. Écoute, Teddy, moi je les ai eu, j'ai eu la Team Six avec moi, on les a fait marcher et ça a été un peu catastrophique la manip du coup. Ouais, bah, Mais, c'est normal, c'est pas leur, c'est leur voilà. mode. J'ai envie de te dire, c'est un peu comme quand nous on partait faire des stages avec les chasseurs alpins en montagne, on a beau être commando marine, mais quand on arrivait et qu'on même acclimaté, les mecs nous mettaient la misère. Parce que voilà, Mm. c'est leur élément, ils marchent, ils sont très forts avec leur sac, c'est en montagne et c'est comme ça. Donc c'est normal. Exactement. Euh, Mais alors, sur le poids, on peut rester aussi sur j'aimerais bien faire une parenthèse sur les produits, tu vois. ouais, vas-y, Euh, bien sûr. je déconseille tous les jeunes, je sais que c'est un petit peu la mode aujourd'hui, là, Ah, j'ai les eu peur, compléments alimentaires. je pensais que tu allais me faire de la pub pour tes produits que tu vends maintenant ou si tu t'étais mis dans la vente de produits, c'est pour ça. Ah non, non, jamais, moi j'en ai jamais pris, j'en prendrai jamais. Non, non. Je plaisante. Euh, Déjà, votre poids de corps, c'est en fait le meilleur poids pour vous, c'est votre poids de forme. Faut pas aller contre votre nature, d'une. Et puis ensuite, faut bien penser que tous ces produits, ils sont un petit peu au détriment de votre santé. Et quand vous allez être en opération, bah, l'hydratation, elle sera pas optimale. Donc même des protéines, quand ça va taper dans vos reins et que vous n'allez pas boire, j'ai vu tellement de gars avoir des calculs et être extrait du terrain parce qu'en fait, ils prenaient des produits, pas dopants, mais voilà, des compléments alimentaires. Je vous déconseille d'aller quand même contre votre nature. Et de toute façon, on le voit. Alors là, je vais peut-être pas me faire des amis avec ceux qui sont des forts pratiquants de musculation produits et tout, mais on voit quand même une différence justement avec, on va dire, cette partie musculaire qui est moins abîmée avec une consommation excessive de produits. Alors il y a des bons produits et il y en a des mauvais. Et on le voyait en mission, comme tu l'as dit, avec des mecs justement qui marchaient qu'avec beaucoup de produits. Et puis, bien ce coup, ben, ça marchait plus parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait ou parce qu'il y avait soit des problèmes au rein, etc., etc. Donc, oui, oui. Et puis le naturel, en fait, c'est ça, c'est qu'intrinsèquement, si vous arrivez, vous êtes fort et que vous vous entraînez à être fort, ce sera toujours mieux. De toute façon, le naturel sera toujours mieux. Ça, il n'y a C'est pas ça. il y a pas de secret. Vous Après, perdrez moins, au moins au vous perdrez moins vite. départ, c'est clair. Au moins au départ de mission. J'ai une autre petite question, alors c'est en même temps, alors c'est pas une pub en même temps, mais j'ai regardé une série que je ne regardais, j'avais pas fait attention, ou j'avais pas eu le temps de la regarder, j'ai commencé la première saison qui s'appelle Rogue Heroes, et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que j'ai appris certaines choses que je ne connaissais pas, d'autres que je ne connaissais, mais d'autres certaines que je ne connaissais pas sur justement les forces françaises libres avec le colonel Berger, comment les mecs du premier PIMA, pourquoi, d'où vient justement votre devise Kiosgan qui a été reprise des SAS britanniques, etc., etc. Et cetera. Et je pense que pour toi, est-ce que c'est intéressant d'avoir aussi cette culture quand on arrive en tant que jeune et au-delà de juste vouloir rentrer dans un régiment, de connaître un petit peu l'origine, d'avoir toute cette connaissance bah, sur la façon dont a été créée l'unité, pourquoi elle a été créée, qui est à l'origine de ça. J'ai trouvé ça intéressant parce que voilà, il y avait des choses que je ne savais pas sur l'entraînement des SAS avec les Français quand ils se sont mélangés, comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, je pense que c'est important d'être sensibilisé sur le passé du régiment, euh, sans être un féru d'histoire et connaître toutes les dates sur le bout des doigts, mais au moins pour comprendre l'esprit dans lequel a été formé le régiment et ce qui doit demeurer aujourd'hui. Cette série, je l'ai pas vue, mais bah voilà, comme tout opérateur du premier PIMA, je connais un petit peu l'histoire. J'ai parlé avec des anciens. Ce qui est
ce qui est assez frappant là-dedans, c'est la débrouille. C'est des gars qui ont osé tout partir, tout lâcher. Ils ont osé partir dans un pays qui les attendait pas forcément, où ils n'étaient pas forcément attendus ni appréciés. Se faire une place dans ce monde-là. Ils n'avaient pas peur de prendre des risques. Ils savaient très bien que de toute façon leur pays il était aux mains des Allemands et que maintenant eux ils devaient tout risquer pour le faire. Et c'est un petit peu ce qui doit être gardé aujourd'hui au premier PIMA. Toi, moi je dis souvent, on vit dans le présent pour préparer le futur. Oui, mais on est dans le présent parce que notre passé nous a fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est important aujourd'hui que l'esprit au premier PIMA, il demeure celui qu'il a été à sa création. Cet esprit de dévouement, d'altruisme, de don de sa personne. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc, effectivement, cette série, je l'ai pas vue, mais je pense que d'une part par ces séries, par des livres, etc., c'est important quand même de s'imprégner de l'histoire du régiment. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis après, j'ai envie de te dire, c'est au-delà de, on peut être qu'admiratif de tous ces anciens en fait, parce que ça soit cette série-là ou d'autres séries, surtout que celle-là, elle est vraiment prise sur des faits réels. Tu te dis maintenant, de nos jours, est-ce qu'on serait capable de faire ce qu'ils ont fait et de partir comme ça, parce que c'était vraiment des actions pas de voyous, mais c'était des actions, les mecs n'attendaient rien, et puis ils étaient vraiment pas sûrs de revenir, ils prenaient des risques, mais des risques qui sont démesurés, c'est-à-dire que là où nous, on va nous dire, on va pas sauter quand il y a plus de tant de mètres secondes, là, sur le premier saut, il y a une tempête, ils savent très bien que c'est la folie. Et voilà, je vais pas spoiler la série, mais une très bonne série, en plus avec sur la création du SAS avec David Sterling. Et voilà, les SAS, une unité vraiment que j'apprécie, donc vraiment cool. Une autre question, est-ce que quelle, quelle, quelle leçon tu pourrais tirer de ta carrière justement au premier PMA et que tu pourrais maintenant mettre en exergue dans le civil pour tu vois, s'il y avait des erreurs ou des choses à ne pas faire ou des choses à faire attention ou des choses à privilégier ou peut-être, je sais pas, la famille ou pas la famille, le fait de plus s'investir, pas trop s'investir, je sais pas, voilà. Comment tu pourrais décrire tout ça, le retour un petit peu à une vie différente? C'est un petit peu dur comme question. J'ai essayé de t'expliquer mon ressentiment. Ce que m'aura appris ma carrière déjà sur le point de vue professionnel, c'est que on est capable de tout. Et ça c'est assez important. Et les jeunes, faut qu'ils le comprennent. La nature humaine est fait en sorte qu'on s'adaptera toujours à tout. Alors oui, aujourd'hui, comme tu dis, par rapport aux anciens, est-ce qu'aujourd'hui on en serait capable? Ben, de notre façon de vivre, non. Mais finalement, si on était vraiment plongé dans ce milieu-là, l'homme s'y adapterait parce qu'on serait obligé et on arriverait à vaincre. C'est un peu ce que m'a appris ma carrière aussi, c'est que là où personne t'attend, on va dire t'y arriveras pas, si tu as la volonté et si tu te dis moi j'y arriverai et je vais tous les faire mentir, tu seras capable de tout. Et ça, c'est un message que je passe aux jeunes. Quoi. La semaine dernière, j'étais à Nice, là, pour des jeunes des cités de Nice. Et ce que je leur répétais, c'était visez haut. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable. N'écoutez pas tous ces gens qui vont vous dire vous n'y arriveras pas, t'es nul, etc. Visez haut. Même si vous n'arrivez pas, visez le plus haut possible et ça va vous forcer à vous dépasser. Alors mettez des étapes dans cet objectif pour y arriver, pour aller d'étape en étape, mais c'est important d'avoir des ambitions, d'avoir cette abnégation dans je vais réussir ce que je vais faire. Maintenant, sur le point de vue familial, effectivement, le temps passé dans les unités, c'est un petit peu au détriment de ta vie de famille. C'est vrai qu'on n'est pas souvent là. C'est vrai que quand on est là, des fois on a la tête qui est déjà partie. Et ça nous change. C'est sûr que ces missions, elles sont très abrasives, autant pour le corps que pour l'esprit, et ça va nous changer. Par contre, une chose est sûre, et moi je l'ai compris assez jeune, moi j'avais un grand-père que j'ai très peu vu, qui était résistant et qui a été formé par les SAS quand ils ont été parachutés sur la Bretagne. Il est mort il y a une dizaine d'années, tu vois, aujourd'hui j'en parle encore.
Mes filles aujourd'hui, elles n'ont jamais su ce que je faisais. Elles ne savaient pas. Aujourd'hui, elles commencent à comprendre. Elles commencent à s'intéresser parce qu'elles sont dans l'âge. Et si tu veux, euh, c'est ça qui est important. C'est les valeurs qu'on va réussir à transmettre à nos enfants. Alors certes, on a peut-être loupé des moments, mais en fait, on va tellement leur transmettre des valeurs, on va tellement leur apprendre de choses parce que on a vécu énormément de choses. On a vécu des choses Bien sûr. que le civil qui fait métro boulot dodo ne vivra jamais. Donc on est capable de tellement leur donner, leur transmettre de valeurs, de savoir-faire, de savoir-être, que ça c'est important. Et finalement, ben moi je regrette pas du tout cet engagement parce qu'aujourd'hui, ben, ça me donne des capacités que j'aurais pas eu si j'avais une autre vie, et ça me donne une façon de d'élever mes enfants, de transmettre des choses que j'aurais peut-être pas pu donner si j'avais fait autre chose. Ok. Ah ouais. Et tu vois, quand tu dis tout ça, justement, par rapport à ces trucs-là, c'est intéressant parce que, tu vois, là, par exemple, il y a pas mal de jeunes qui sont qui suivent sur les réseaux et tout, mais j'aimerais bien savoir combien de jeunes vont vraiment sur les commémorations, tu vois. Combien de jeunes sont intéressés quand il y a des commémorations dans les villages pour les anciens résistants, ceux qui sont morts pour la France, combien vont se lever à 9 heures pour aller écouter 2 heures de cérémonie, pour avoir des noms qui, pour eux, bah, ce sont juste des noms. Et ça fait déjà partie pour moi de quelque chose d'important dans cette envie de rejoindre, on va dire, l'armée, en fait, de rentrer dans ce milieu-là. Donc, ça va un petit peu avec tout ce que tu étais en train de dire. Et oui, ça fait partie après, bah, dans la vie, que ce soit les sacrifices, le fait de faire des choses exceptionnelles et tout. C'est vraiment un milieu, en fait, qu'on vit, mais qu'on vit à 3000%, en fait. C'est quelque chose voilà, quelque chose Ouais. d'exceptionnel. On le vit à fond. On a peu de fierté quand on y est de ce qu'on fait parce qu'on n'en parle jamais. C'est très Et bien ouais, bien on sûr. raconte jamais. Mais après, faut quand même être conscient. Voilà, vous allez pouvoir transmettre énormément de choses aux gens qui vous entourent. Mais cette reconnaissance, faut aussi mettre un bémol là-dedans, c'est que la reconnaissance, vous ne l'aurez jamais. Il faut vraiment pas que les jeunes ils fassent cette démarche pour obtenir quelque chose. Faut pas qu'ils fassent ça pour cocher en gros une case dans leur vie en disant j'ai réussi à faire ça. Faut pas qu'ils essayent d'avoir de la reconnaissance parce que personne ne s'intéressera à ce qu'ils font. Tu vois, la semaine dernière, j'étais avec la sous-préfète des Alpes-Maritimes. Quand, quand on expliquait aux jeunes certaines choses, elle découvrait tout ce monde-là. Tu Ouais. vois, c'est une de nos élites, elle est sur toutes les cérémonies, sur tous les trucs, mais elle découvrait ce que c'était les forces spéciales, elle découvrait ce que c'était notre vie, tout ce qu'on avait donné pour notre pays, tu vois. Ouais. Ce que je veux dire, c'est bien symbolique que cette reconnaissance, vous ne l'aurez jamais, et qu'il faut surtout pas se battre pour ça. Il faut surtout pas se battre et rentrer au premier pays en se disant je vais le faire pour avoir de la gloire. C'est vraiment pas la bonne démarche. Ok. J'ai une autre question. Si tu n'avais pas pu rentrer au premier PMA, tu te serais dirigé vers quelle unité? C'est dur comme question parce que euh, déjà pourquoi je me suis dirigé vers le premier PIMA, c'est tout simplement parce que j'avais un cousin qui était nageur de combat à Kellern à Ok. ce moment-là. Euh, et lui, bah, tu sais, nageur de combat quand ils vont à Kellern, c'est qu'ils font partie de l'armée de terre. Sinon, ils vont au commando UB. Et lui, en fait, me connaissant, m'a dit, mais écoute, pour toi, il y a qu'un truc, si tu veux l'élite, c'est le premier PIMA. Donc moi, je l'ai écouté. Ça tombait bien parce que le centre de recrutement à cette époque-là, c'était pas interarmée, c'était un centre dédié à l'armée de terre, là où j'habitais à La Rochelle. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans en me disant, de toute façon, je laisse pas de place à l'échec. C'était hors de question, j'y arriverai. En me disant, mais de toute façon, le jour où, voilà, si je fais échec, bah, je me reposerai des questions à ce moment-là. Mais j'avais pas trop laissé de place à l'échec en me disant, de toute manière, ne commence pas à douter, fais-le. Ok. Mais effectivement, la question au départ se portait quand même sur les commandos marines ou le premier primat. Donc je pense que si j'avais fait échec au premier primat et si on m'avait permis de le faire, parce que c'est pas sûr qu'on me le permette, ben j'aurais tenté de rejoindre les commandos marines. Ok. Donc du coup, ouais, t'avais déjà une certaine connaissance du milieu, puisqu'il y en a beaucoup en fait qui découvrent le milieu. Moi, je l'ai découvert vraiment, même si mon père était dans l'armée de terre, les commandos marines, comme j'ai grandi en Allemagne, j'en avais jamais entendu parler. C'était vraiment au dernier moment, j'avais au dernier moment dans le camion de centre de recrutement de la marine, où là j'ai vu la photo avec les commandos marines, mais c'est vrai que je n'avais pas entendu parler.
Ok. Et encore une question. Donc là, je suis jeune. Ton association, je trouve ça très très intéressant. Comment ça se passe les démarches? Je t'appelle, on se contacte je te contacte par message privé ou je t'envoie un mail ou je vais directement sur ton Insta. Comment ça se passe? Et ensuite, qu'est-ce que tu vas Alors, me proposer? j'ai essayé de m'adapter un petit peu à tout le monde. J'ai créé une chaîne Instagram, j'ai créé une chaîne TikTok sur conseil, même si j'étais un petit peu réfractaire au départ. Euh, et puis j'ai un site internet. Alors normalement en description de TikTok et Instagram, il y a le site internet, il y a le lien vers le site internet euh, pour pouvoir réserver des formations ou voilà simplement pour prendre contact avec moi et et m'envoyer un mail. Bien entendu, les messages privés sur les réseaux sociaux, j'essaye de répondre à tous et d'être disponible pour tout le monde. Et pour réserver les formations, j'ai fait un petit tuto qui est épinglé normalement en haut de chaque page des réseaux sociaux pour expliquer comment on fait. Il suffit de se rendre sur le site internet, de cocher un créneau de réservation, de remplir les petits champs, de valider. Et puis après, il y a la deuxième étape, c'est marqué étape 2, paiement pour se rendre sur un site qui s'appelle Hello Asso, qui est dédié aux associations pour pouvoir faire la réservation. Voilà. Et D'accord. puis, tant que je vais parler à quoi servent les fonds, parce que très souvent on me dit ouais une formation payante, etc. Et c'est une association, tous les fonds ils sont reversés au sein de l'association pour permettre d'améliorer ces formations, d'améliorer les formations et les conditions d'accueil. Voilà. D'accord. Et il y a quoi comme type de formation? Tu nous as dit une tout à l'heure, mais il y en a plusieurs, non? Tu as plusieurs paquets, il me semble. Ouais, comme je te dis, il y a trois niveaux de formation, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, c'est une visio Ok. pour préparer les entretiens de recrutement. Le niveau 2, c'est 2 jours, une nuit pour en gros préparer les tests de sélection dans les unités. Et puis le niveau 3, c'est 3 jours, 3 nuits. Là, ça va être un entraînement, ça va être beaucoup plus dense, ça va être beaucoup plus dur, plus rude. Ça, c'est vraiment pour entraîner les gars avant qu'ils arrivent dans ces unités. D'accord. Est-ce qu'il y a des prérequis pour ça? Est-ce que les jeunes doivent venir avec un certificat médical ou alors comment ça se passe? Alors, alors, déjà, il y a une limite d'âge. J'ai mis une limite d'âge à 16 ans, d'accord, parce qu'il faut pas que ça soit non plus trop éloigné. Et c'est pas un centre de vacances, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une colo. On est vraiment là pour apprendre des choses. Et puis, il faut que ces gars de 16 ans, c'est parce qu'ils vont s'engager quand ils auront 17 ans et demi. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est proche. Euh, Maintenant, les prérequis physiques pour le niveau 1 et le niveau 2, non, pas tellement. Parce que ça va être pédagogique. Tu vois ce que je veux dire? À aucun moment, je vais dire à un mec, tu traînes, tu restes là, le groupe continue à avancer. Ça pour les 2 premiers niveaux. Le niveau 3, si tu veux, par la force des choses, il y aura un prérequis qui est fait parce que c'est des gens qui vont déjà avoir été sélectionnés pour entrer dans ces unités d'élite. Donc, ils auront passé tous les filtres de la sélection liés à ces unités et liés à l'armée. Donc, Ok. donc physiquement, je leur demande pas, toi, de passer des tests d'entrée. Euh, Maintenant, niveau médical, effectivement, il faut que les gars soient en bonne santé. Et tu sais, aujourd'hui, il y a un petit papier, Ouais. qu'ils font tous les clubs sportifs, c'est le QR code, pardon, le QR code, le questionnaire. Bon, je Ouais, sais c'est plus, c'est un un petit questionnaire questionnaire. médical. Réservation, je leur envoie. Ils me cochent tout ce truc-là. Et pour les mineurs, forcément, je demande aussi qu'il y ait une petite lettre des parents qui attestent et qui prennent la responsabilité de ce qui leur arrivera pendant la formation. Ok. Une petite lettre. Alors j'ai une question qui est aussi intéressante. C'est pour toi, alors il n'y a pas de dénigrement avec une autre unité ou pas, c'est juste pour essayer de comprendre quelle est la principale, on va dire, quelles sont les qualités principales qui distinguent un opérateur du premier PMA par rapport à des opérateurs du 8e RPMA ou d'autres où il y a des GCP qui sont aussi para dans des groupes commando. Qu'est-ce qui les différencie en fait? À part qu'ils n'ont peut-être pas réussi au stage, est-ce qu'il y a ou il n'y a peut-être pas de différence, ça, je ne sais pas. Si, je pense qu'il y a une différence dans l'autonomie. Euh, comme je te le disais tout à l'heure, un opérateur, même le plus jeune, quand il va arriver dans un groupe action, le groupe action, c'est 10 gars qui ont quasiment les mêmes capacités d'une section où ils sont 30. Et puis, on les considère comme des grands. D'accord. C'est-à-dire que le chef de groupe, à aucun moment, il va être derrière pour leur faire leur programme de sport. À aucun moment, il va leur dire, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. On fonctionne par objectif. Ça veut dire,
Ok, tu as des tests sportifs, tu te débrouilles, mais tu dois réussir. Ok, on va faire on s'entraîne tous ensemble au tir. À un moment, il va y avoir pas une notation, mais il va y avoir un point de situation sur ton niveau de tir. Tu dois être bon. Tu vois. Ok. Donc, on les laisse beaucoup plus autonomes dans leur gestion de tous les jours et on leur demande aussi beaucoup plus de prise d'initiative. C'est-à-dire que, typiquement, quand moi j'étais chef de groupe et que je formais un de mes équipiers, allez, on va prendre le secourisme, tu vois. Ouais. Il devenait le spécialiste secourisme de mon groupe. Il devait me proposer des entraînements. Il devait proposer des formations pour distiller ses connaissances au reste du groupe. C'était lui la force de proposition, c'était lui le spécialiste. Moi, au final, j'étais un chef de groupe, je gérais des spécialistes. En gros, j'étais le chef Chef d'orchestre qui d'orchestre. mettait tout ça en musique, si tu veux. Voilà. Chaque spécialiste devait être autonome dans sa préparation, dans son entraînement, dans ce qu'il va transmettre aux autres, etc. C'est ça la plus grande différence, je pense, c'est cette autonomie qu'on demande aux opérateurs. Ok, cool. Alors j'ai une question, mais alors je t'avoue que je ne maîtrise pas trop. Ah non, il n'est plus là. Bon, c'est pas grave, c'était une question, mais c'était un truc de BOA, tout ça, mais bon, j'ai pas réussi à la voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question avant la fin? Euh, Si tu devais résumer ta carrière en deux, trois phrases, en fait, ou en deux, trois, là, une idée générale de ta carrière, comment tu résumerais ça? Flash. Ouais. Je pense en fait, on rentre là-dedans. Les années passent, on évolue, on se voit pas évoluer, on se voit pas changer, et en fait, ça se termine, et on se dit, mais c'est passé à une vitesse folle parce que on est tellement sur un rythme dense, et comme je te disais, on va tellement d'objectif en objectif que on voit pas le temps passer. Il y a une chose aussi qui est assez marquante dans nos unités et dans l'armée, c'est que, étant donné qu'on a toujours des jeunes qui arrivent dans un groupe, on se sent toujours jeune. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours un jeune qui va nous expliquer les nouveaux trucs, qui va avoir sa nouvelle mentalité, qui va nous raconter ses petites histoires avec les filles, les machins. Donc voilà, on garde cet esprit jeune et puis on a l'impression d'être dans une petite sphère, si tu veux, hors du temps. Et ça passe, tout passe à une vitesse Ouais. folle. Ok, cool. Alors, je vois une question. Il y a quelqu'un qui a dû certainement la poser, mais on l'a pas vu passer, mais je ne sais pas quoi répondre. En fait, c'est Marc qui demande la question, est-ce qu'il est possible de parler de la Le log, log ops? ouais, la logops, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une particularité du premier PIMA. Encore une fois, le premier PIMA se distingue aussi par son nombre dans le COS et dans l'armée. Le premier PIMA est un régiment qui est quasiment autonome dans toute sa logistique. Ouais. Tu as les opérateurs qui sont minoritaires au sein du premier PIMA, il faut le savoir. Et tout autour, tu as un régiment qui gravite autour des opérateurs et on va appeler ça la log ops. Alors, il y a le commandement, bien sûr, qui est pas dans la logistique, mais chaque personne du régiment qui travaille dans des magasins, qui pourrait être RH, comptable, magasinier en tout genre, maths para, etc. Il va être formé à la logistique propre aux opérations spéciales. Il y a différents niveaux de logiciens des opérations spéciales. Et quand il va être déployé sur le mission, il va partir avec le premier PIMA et ça va être les logisticiens du premier PIMA en opération. Alors, il y a différents niveaux aussi, on va dire, de déploiement pour ces logops. Des fois, ils vont être dans des grosses bases, donc ils vont avoir une place de logisticien, de magasinier, de RH dans cette grosse base. Et puis, pour les tout petits détachements, quand un groupe d'efforts spéciales part des fois tout seul, un groupe du premier PMA part tout seul sur une BOA, eh bien, on va y greffer un logisticien des opérations spéciales qui va être un peu le 11e homme du groupe. Il va être là pour faciliter la vie du groupe dans tout, dans sa vie, on va dire les tâches ménagères, dans la logistique de la maison, mais aussi des fois sur ses déplacements. Quand le groupe il va devoir faire une action, bah, c'est lui qui va être pris pour être pilote, pour nous déposer là où il faut, etc. Ok, C'est un peu ça le logo. bon, parfait. Ben, je pense que tu as t'as répondu à la question. Eh ben, écoute, on arrive à la fin. Il est 20h55, 55, pardon. On a respecté le timing. Alors, moi, je vous invite vraiment à suivre la page de Marco, d'aller vous abonner de suite à sa page si vous ne l'avez pas déjà fait. Et voilà, et puis de continuer après à travers des messages et tout, si vous avez besoin, si vous avez des renseignements, les jeunes et les moins jeunes, hein, puisqu'on a aussi
on a aussi des, comment dire, des gars qui sont déjà militaires et qui veulent changer pour justement entrer au premier PIMA. Et justement, je reviens sur la partie Rogue Heroes où on voit des légionnaires qui se sont engagés dans les forces françaises libres, mais qui sont dirigés par le colonel Berger. Voilà, donc vous êtes militaire, vous voulez rentrer dans ces unités, bah, c'est top. Ensuite, quoi d'autre non, tu sors pas de bouquin, il n'y a pas de livre qui sort sur des formations ou je sais pas, on n'en a pas parlé, mais je crois pas. Hein. Non, non, non. Pour l'instant, Ok, j'ai écrit un bouquin, mais il est pour moi personnel. C'est tout pour transmettre à mes filles quand elles auront leur âge de ok. comprendre. Mais non, non, pas de bouquin en vue. J'ai une petite question qui est passée qui me demandait si on pouvait rentrer Ouais, vas-y, pose-toi directement les questions, bien sûr. logisticien. Et ça, je pense que c'est très important que tout le monde puisse comprendre que ça soit SAS, que ça soit membre de la logistique au sein du premier PIMA, il y a toujours des places pour les civils chaque année. Vous pouvez toujours être recruté. Alors, effectivement, ça demande de la préparation, ça demande d'être prêt quand on fait cette démarche, parce que généralement, vous n'aurez qu'une seule chance de postuler pour le premier paiement venant du civil. Et après, les prérequis, quand vous êtes déjà militaire pour rejoindre le premier PIMA, c'est d'avoir minimum 3 ans de service et d'avoir ce qu'on appelle le CME. Ok. C'est quoi le CME? C'est le certificat militaire élémentaire. C'est en gros pour être chef de trinôme dans l'armée conventionnelle. Ok, Et cool. c'est ce qui me fait passer caporal, Ok, en gros. top. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, si vous avez d'autres questions à poser à Marco sur le premier PIMA et même d'autres questions concernant les forces spéciales, hein, vous pouvez aussi, donc, comme je vous l'ai dit, hein, le contacter par message privé. En tout cas, merci Marco. C'était vraiment cool de t'avoir sur Force Spécial Coaching et de pouvoir faire un petit échange d'une heure. C'était assez concis, mais c'était clair, concis et précis. Je te remercie. Et puis, si toi, tu n'as pas de questions ou si tu as rien d'autre à rajouter, bah, je pense peut clôturer ce live. Eh ben, merci beaucoup, Teddy, et merci à tous ceux qui ont écouté notre discours. Et puis, bah, écoutez, entraînez-vous avec Teddy et préparez-vous. On est là tous pour vous aider. C'est clair. Et je vois aussi un message. Oui, oui, bien sûr. Suivez Marco aussi sur TikTok et sur les autres réseaux où il est. Et puis, le live, on va le repartager. Donc, demain, je crois qu'il sera mis sur YouTube. Et vous aurez le lien pour le regarder sur YouTube. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour l'écoute. Merci Marco. Et puis, bah, je te dis à plus tard. À plus. Allez, Salut. salut. Ciao.